Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est parti pour une heure de conférence sur le monde dans tous ses états. Et on a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui deux éminents économistes. Je vais parler de Paul Chollet de Arkea et de Sylvain Barthélémy de la société Taxe Économique, que certains connaissent. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Chollet de Arkea. Bonjour à tous. Alors, est-ce que les slides vont défiler? Donc, bonjour à tous, c'est un plaisir pour Arkea d'être présent lors de cette conférence économique et particulièrement donc, pour moi qui suis économiste à la salle des marchés. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, la reprise globale sera inégale. Et inégale sous bien des aspects. Alors, des aspects dont on va discuter avec Sylvain lors de cette conférence, des aspects d'inégalité entre pays. Des pays risquent de s'en sortir mieux suite à la crise du coronavirus que d'autres économies, mais aussi sur le plan humain et de la montée de la pauvreté. La Banque mondiale a alerté la semaine dernière sur l'extrême montée de la pauvreté dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'une personne extrêmement pauvre? C'est quelqu'un qui gagne moins d'1,90 $ par jour. Et malheureusement, en 2020, puis en 2021, pour la première fois depuis 20 ans, l'extrême pauvreté va croître dans le monde. Donc, à la fin de l'année prochaine, on s'attend à ce qu'il y ait 150 millions de personnes de plus en situation d'extrême pauvreté dans le monde. Et ça représentera à peu près 10% de la population. Alors, vous me direz, on est peut-être loin de la thématique de l'international et surtout de la thématique économique. Eh bien non. Non, parce que la montée de la pauvreté constitue un risque économique dans les pays émergents, donc Sylvain en parlera tout à l'heure, mais aussi dans les pays avancés. Alors, généralement, la montée de la pauvreté, là, est plutôt liée à l'économie informelle, donc elle est plus présente dans les émergents, mais en moyenne, elle est autour de 20% dans les pays avancés, 20% de l'activité. Donc, c'est un risque. Et si ce risque se matérialise, on risque d'avoir des manifestations dans les pays avancés. Et là, on peut penser particulièrement à l'Italie ou à la Grèce, donc des pays qui sont proches de nous et qui font peser, in fine, un risque sur la zone euro. Donc, cette crise, je ne vais pas jouer avec vous à quelle est la crise qui lui ressemble le plus. Clairement, elle est comme aucune autre. Ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, quand vous regardez ce premier slide, c'est qu'il y a 3 catégories de pays. Il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Donc, des pays qui ont été clairement impactés par la pandémie et dont le niveau d'activité, donc là, c'est ce que vous voyez sur ce slide, est celui d'il y a 20 ans. Donc finalement, en 6 mois, la crise du coronavirus aura ôté près de 20 ans d'activité à ces 3 économies, donc le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Et puis, il y a une autre catégorie de pays, donc symbolisée ici en vert par l'Italie, donc les pays qui ont moins bien performé que les 3 premiers pays cités, à savoir le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Dans le cas de l'Italie, c'est près de 30 ans d'activité qui se sont envolés donc en seulement 6 mois. Donc vous voyez ici le risque social donc, qui est né en Italie, évidemment, en conséquence de cette pandémie, et le plan de relance européen, il était évidemment nécessaire de manière à limiter ce risque social, et c'est ce qu'on a vu lors des élections régionales italiennes, avec une baisse finalement de l'extrême droite, donc dans les résultats des élections régionales italiennes. Et ensuite, une 3e catégorie de pays, les États-Unis et l'Allemagne. Là, ce sont des pays qui surperforment la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc, vous voyez un niveau d'activité qui est celui de 2011 à la fin du premier semestre en Allemagne et celui de 2015 à la fin du premier semestre aux États-Unis. Donc, ces pays, s'ils s'en donnent les moyens, probablement pourront rebondir plus rapidement que les autres économies citées précédemment. Et donc, c'est un risque pour nous, Français, que notre compétitivité, in fine, se dégrade, notamment par rapport à notre voisin allemand. Alors, la reprise, quelle allure a-t-elle ? Donc ça, c'est ce que nous avons mis en avant sur ce graphique à gauche avec l'évolution des PMI. Donc les PMI, ce sont des enquêtes qui sont envoyées chaque mois aux directeurs d'achat à travers le monde. Et si le PMI ressort au-dessus de 50, c'est que les directeurs d'achat s'attendent à une expansion de leur activité, en dessous de 50, à une contraction de leur activité. Et donc ce que vous voyez ici en avril, clairement, c'est que la pandémie a eu un impact extrêmement fort sur le moral des directeurs d'achat qui voyaient leur activité se contracter extrêmement fortement donc en avril.
un niveau jamais connu jusqu'ici. Et ensuite, la bonne nouvelle, ce sont les mois de cet été. Juin, juillet, août, où les PMI se sont retournés, sont passés assez fortement au-dessus de 50, mais malheureusement pas suffisamment haut pour combler les pertes du confinement. Donc l'été s'est globalement bien passé et a amené les différentes institutions planétaires à revoir à la hausse leurs prévisions de croissance. Vous verrez sur le slide suivant que c'est aussi l'avis d'Arkea. La mauvaise nouvelle, c'est le graphique de droite. C'est que la pandémie revient en Europe, ça vous le savez, et malheureusement, les conséquences de ce retour sur l'économie sont déjà visibles sur le graphique de droite avec les PMI services en Europe qui sont maintenant à nouveau en dessous de 50 et qui signifie qu'a priori, on devrait de nouveau rentrer en légère contraction au 4e trimestre dans la plupart des économies européennes, puisque les services, ce sont la principale composante du PIB, de l'ordre de 70 à 80% selon les économies de l'Union européenne. Donc clairement, c'est un risque à surveiller et je vais y revenir tout au long de cette présentation. Au global, on s'attend à une croissance de moins 3,7% cette année dans le monde. Donc, je vous l'ai dit, par rapport au mois de juin, on a révisé légèrement à la hausse ces chiffres de croissance. On s'attendait à une contraction de l'ordre de moins 5% à la fin juin. Donc, ça, c'est une relative bonne nouvelle. L'été s'est bien passé. Le rebond, donc 4,6% l'année prochaine, ce chiffre, a priori, peut sembler relativement fort, mais il sera insuffisant pour combler les pertes de 2020. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2021, on n'aura pas retrouvé le niveau de production qui était le nôtre à la fin de l'année 2019. Vous avez le détail ensuite pour les pays avancés et les émergents, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, faute de temps. Il y a des risques qui pèsent sur la reprise de la croissance mondiale en 2021, et à mon sens, ce 4,6%, il a beaucoup plus de chances d'être révisé à la baisse qu'à la hausse. Alors pourquoi à la baisse ? Eh bien d'abord parce que dans peu de temps, maintenant dans un peu moins d'un mois, nous allons avoir les élections américaines. Nous anticipons que ces élections devraient plutôt difficilement se passer. Donald Trump, s'il venait à perdre, aura probablement du mal à reconnaître sa défaite. Mais on ne sait pas encore dans quelle ampleur et si vraiment il cherche à rester sur son siège, il y a des risques que les marchés financiers dévissent un petit peu et évidemment que la croissance mondiale soit révisée à la baisse pour 2021. Le second risque mentionné ici en gris, c'est le réchauffement climatique. Vous l'avez compris, cet aléa n'est plus vraiment un aléa. Chaque année, on a de plus en plus de catastrophes naturelles. Et malheureusement, si ces catastrophes sont encore plus nombreuses lors de l'hiver 2020 que lors de l'hiver 2019, probablement, on devra également réviser sensiblement à la baisse notre croissance mondiale. Au centre, j'en suis triste, mais on arrive à la fin de la présence du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc, elle est déjà effective depuis le 1er janvier 2020, mais malheureusement, au 1er janvier 2021, la période de transition sera terminée et on ne connaît pas encore les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si elle se fait, cette sortie sans accord commercial, eh bien, clairement, en Europe, on sera amené à réviser à la baisse un petit peu notre prévision de croissance, et évidemment, avec un impact sur le monde. La pandémie, je dois vous dire que l'ensemble de nos prévisions de croissance ont été faites avec une hypothèse, c'est qu'on n'aurait pas de reconfinement global des économies à travers la planète. Évidemment, si ça venait à avoir lieu, eh bien, les chiffres de croissance seraient révisés à la baisse. Et enfin, le risque géopolitique, on en parlait tout à l'heure, mais le risque géopolitique augmente, et notamment en Méditerranée orientale, avec la Turquie qui, aujourd'hui, constitue un risque. Et il y a un risque d'embrasement dans cette zone qui aurait des conséquences sur la croissance mondiale. Donc, je vais commencer cette présentation pays par les États-Unis. Donald Trump est à la recherche de son second souffle. Donc, on le sait, dans les sondages, il est relativement en retard. Et pourquoi est-ce qu'il est en retard? Parce qu'il a plutôt mal géré la pandémie. Donc, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, c'est l'intensité des mesures de restriction qui ont été mises en place à travers la planète, enfin plutôt en Europe et aux États-Unis. Et en rouge, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, les mesures de rigueur mises en place ont été moins fortes que dans le reste du monde. Et, in fine, elles ont conduit donc à un nombre de morts incomparable avec les autres économies avancées. Et donc, ces mesures de rigueur sont restées relativement fortes tout au long de la période donc, étudiée. Aujourd'hui, elles sont plus élevées qu'en Europe. Vous me direz, malgré ces mesures de rigueur, l'économie américaine semble plutôt bien s'en sortir. Et donc là, on va essayer de rentrer dans le détail. Donc d'abord, ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que le taux de chômage a explosé dans un premier temps aux États-Unis, puisqu'il représentait en avril 14,7% de la population, et les inscriptions hebdomadaires au chômage
ont été de 6,8 millions sur une seule semaine, donc à la fin mars. C'est un chiffre sans précédent. Il faut savoir que le chiffre historique le plus haut historique était de l'ordre de 650 000. Donc on a eu près de 10 fois plus de chômeurs sur une seule semaine. Et puis vous voyez ce chiffre revenir à la normale. Aujourd'hui, on a 7,9% de chômeurs aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que pour autant les États-Unis ne se sont pas complètement enfoncés dans la crise? Eh bien parce qu'il y a eu des cadeaux qui ont été faits, et notamment par Donald Trump aux ménages, des chèques à chacun des ménages, 1 200 $ par adulte, 500 $ par enfant, qui ont permis donc aux ménages de passer la crise. Et pourquoi est-ce qu'on a eu autant d'inscriptions aussi au chômage? Eh bien tout simplement parce que chaque semaine, les chômeurs voyaient leurs allocations de chômage abonder de 600 $, et ça jusqu'au 31 juillet. Donc, vous avez eu cette espèce d'effet d'aubaine qui a soutenu dans un premier temps la consommation et l'épargne. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. Vous avez eu une augmentation du revenu disponible de l'ordre de 18% donc à la fin mars, qui a entraîné un taux d'épargne de l'ordre de 34% du revenu disponible, donc à la même fin mars, tout simplement, parce que les États-Unis étaient confinés. Donc, il y avait une part de cette épargne qui était forcée. Et puis, vous voyez ensuite le taux d'épargne qui diminue relativement rapidement jusqu'à 14% aujourd'hui. Donc, la conséquence de cela, c'est que les ménages aux États-Unis ont eu la capacité, en juin surtout et en mai, de consommer plus que d'habitude, si je puis dire, puisque le rebond était de 18,3%. Donc, aujourd'hui, l'évolution des ventes et détails est plutôt positive, mais ce qui nous inquiète, c'est la situation en juillet et en août. Regardez bien, sur ce graphique à droite, vous avez une progression de seulement sur un mois 0,9% en juillet, puis 0,6% en août. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a une progression qui est revenue à celle de janvier, donc qui est quasiment revenue à la normale, alors que le choc, c'est ce qu'on voit en rouge, est bien plus important que cela. Et donc, ce qui interroge maintenant, c'est la capacité des États-Unis à conserver un rythme de croissance relativement soutenu dans les prochains mois. Donc, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, ici, et en gris, c'est la confiance des ménages américains. Vous voyez qu'elle s'est effondrée jusqu'à 60 au pire de la crise, donc à la fin mars, et puis aujourd'hui, on est à 80. 80, certes, semble symboliser un rebond relativement important, mais quand vous regardez en niveau, on a toujours un chiffre qui est relativement inquiétant. Et je vous parlais du chiffre du chômage tout à l'heure, de 7,9% à comparer au 14,7% de la fin mars. Donc, ce chiffre peut lui aussi sembler plutôt bon, mais attention, quand on regarde en détail, en fait, la queue de cette distribution, il y a deux points qui nous inquiètent. D'abord, les chômeurs depuis moins de 5 semaines, donc les personnes qui viennent de rentrer sur le marché du chômage américain. Ce chiffre augmente de nouveau depuis septembre. Ça veut dire que la situation in fine, au niveau des entreprises, commence à se dégrader aux États-Unis de nouveau. Et le deuxième chiffre qui nous inquiète, c'est les chômeurs de longue durée, donc de plus de 27 semaines, donc de plus de 6 mois aux États-Unis. Là aussi, le chiffre augmente. Par contre, au centre, donc entre 5 et 27 semaines, on a beaucoup moins de chômeurs, donc l'effet total est plutôt positif. Mais cette queue de distribution nous inquiète. D'abord, donc vous l'avez compris, parce qu'on a des nouvelles entrées au chômage, et ensuite parce que vous avez énormément de chômeurs, enfin plus de chômeurs de longue durée qu'auparavant, ce qui veut dire qu'on a une paupérisation aussi de la société américaine. Sur le graphique de droite, vous allez voir le point prégnant, si je puis dire. C'est que les personnes ayant perdu définitivement leur emploi en milliers et sur 12 mois augmentent très rapidement aux États-Unis, et surtout la dérivée seconde, l'augmentation accélère en septembre. Et il y a une corrélation qui est extrêmement forte sur le long terme entre l'évolution des entreprises en faillite, là c'est un chiffre trimestriel, donc il nous manque un point, et donc ces personnes ayant perdu définitivement leur emploi. Il est à craindre qu'au troisième trimestre, on ait une envolée des faillites aux États-Unis. Et d'ailleurs, si vous regardez le Chapter 11, donc c'est les entreprises qui sont inscrites en redressement judiciaire aux États-Unis, sur le seul mois de septembre, par rapport à septembre 2019, on a eu une progression de 78% des défaillances d'entreprises aux États-Unis, alors qu'entre mars et juin, sur un an, on avait une progression de 39% des défaillances. Donc on a bien une accélération des défaillances, qui veut dire qu'il y a des risques que les ménages américains perdent confiance dans leur avenir. Et les ménages américains, il faut savoir que c'est 70% de la consommation, c'est 70% du PIB aux États-Unis. Donc, c'est une variable clé. Donc, in fine, nous anticipons cette année une contraction de l'activité aux États-Unis de 4,7% et un rebond de seulement 2,5% l'année prochaine aux États-Unis. D'où vient donc ce faible rebond? Il vient de l'absence, selon nous, d'un plan de relance
donc signé entre le Congrès et la Maison-Blanche avant les élections présidentielles du 3 novembre. Ce qui veut dire qu'on n'aurait pas de plan de relance finalement au 4e trimestre, et donc ce qui viendrait grever la croissance américaine et notamment le chiffre de 2021. Donc, quel est notre scénario en ce qui concerne les élections présidentielles? On s'attend à ce que Joe Biden l'emporte a priori face à Donald Trump. Et évidemment, nous n'en sommes pas certains, mais ce qui nous permet de le dire cet après-midi, eh bien, c'est la comparaison entre la situation de 2016 et 2020. Donc, en pointillé, vous avez la situation de 2016 et en trait plein, vous avez la situation de 2020. Et ce qu'on constate, c'est que en gros, les sondages d'opinion pour Donald Trump sont relativement similaires entre la situation de 2016 et celle de 2020. Mais ce n'est pas du tout le cas pour le candidat démocrate, donc à savoir en 2016 Hillary Clinton. Donc vous voyez qu'il était sensiblement plus basse que le candidat actuel Joe Biden. Ça veut dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a moins d'indécis qu'en 2016 et la capacité donc de Donald Trump à surprendre est actuellement plus faible. Donc voilà pourquoi on pense encore aujourd'hui que Joe Biden devrait l'emporter. Et la tendance depuis 10 jours en plus est plutôt à un affaiblissement du socle des électeurs de Donald Trump que des électeurs de Joe Biden. Mais du coup, il est quand même fort à parier que les 2-3 dernières semaines avant les élections soient extrêmement dures en termes notamment de vocabulaire en ce qui concerne le candidat Trump. Donc, je vais passer au Brexit. Après le 15 octobre, le grand vide. Le 15 octobre, donc c'est dans 3 jours, et c'est la date qu'a donnée Boris Johnson comme échéance, donc pour que les Européens et les Britanniques s'entendent sur l'accord commercial qui pourrait être signé entre les deux parties. Il y a évidemment un risque qu'il n'y ait pas d'accord, et donc je vais en reparler d'ici quelques slides. Tout d'abord, sur la gestion de la pandémie au Royaume-Uni, eh bien, à l'image des États-Unis, les Britanniques ont tenté un coup de poker où ils ont moins confiné globalement que les autres économies avancées. Et comme aux États-Unis, malheureusement, donc, ce moindre confinement a conduit à un scénario assez sombre sur le plan humain. Mais surtout, contrairement aux États-Unis, l'économie s'est effondrée de près de 22% sur le premier semestre. Et donc, il n'y a pas il n'y a pas de choc similaire en Europe, à l'exception de l'Espagne, mais qui est un pays qui est, lui, fortement impacté, donc malheureusement, par le secteur touristique, puisque ça représente près de 14% de son PIB. Et évidemment, dans le cas espagnol, les touristes ne sont pas venus cet été, donc ça vient encore plus contraindre les chiffres que vous voyez ici. Donc, est-ce que la pandémie est la seule explication finalement à cette forte contraction du PIB britannique? Eh bien, je n'en suis pas sûr, et c'est ce qu'on cherchait à mettre en avant sur ce graphique à gauche, avec l'évolution de la confiance des ménages britanniques. Donc, vous voyez que la confiance des ménages britanniques s'est effondrée en 2020. Mais ce qui est notable, c'est qu'elle ne s'effondre pas qu'en 2020, elle s'effondre depuis la date de juin 2016, et donc la sortie planifiée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc on a bien deux effets en fait. On a un effet lié à la pandémie et un effet lié à la sortie officielle depuis le 1er janvier 2020 du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et in fine, on a un impact qui était déjà mesuré, mais qu'on retrouve sur l'évolution du PIB britannique, puisqu'à la fin de l'année 2021, on aurait un PIB britannique près de 5 points inférieur à ce qu'il était à la fin de l'année 2019. Et selon nous, il faudra attendre 2025 pour que le PIB britannique retrouve son niveau de fin d'année dernière, modulo évidemment l'accord commercial qui pourrait être trouvé ou non avec les Européens. Je voulais vous rappeler cet après-midi que cet accord commercial, il servira avant tout quand même les Britanniques. Le poids des Britanniques dans le PIB européen est seulement 18%. Le poids de la population britannique dans la population européenne est de seulement 15%. Donc s'il y a bien quand même une économie qui est en position de force, je le rappelle, puisque le bruit vient plutôt de Boris Johnson, mais c'est bien l'économie européenne. In fine, quand vous regardez dans le détail, une économie européenne à y perdre énormément s'il n'y a pas d'accord commercial, et sans surprise, c'est l'Irlande. Pour le reste des pays, le choc sera significatif, mais sur le long terme, plutôt entre 0,6% et 1,1%. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique. Et si on a un accord commercial, ce que nous espérons tous, le choc sera encore moindre. Néanmoins,
Il y a des secteurs qui nous inquiètent un petit peu plus que d'autres, et surtout en ce qui concerne les exportations, et notamment les postes agricoles. Pourquoi? Parce que si on n'a pas d'accord commercial avec les Britanniques, et surtout si on n'a pas d'accord sur le plan réglementaire, eh bien, on va avoir une forte hausse des mesures non tarifaires. Sur les règles tarifaires, si on n'a pas d'accord commercial, on reviendra aux règles de l'OMC. Donc, vous voyez ce que j'ai nommé NPF, donc nation la plus favorisée, donc les règles de l'OMC. On va avoir des barrières tarifaires selon les secteurs, soit de 2%, soit jusqu'à 40% pour les produits laitiers. Donc, le choc est significatif pour les produits laitiers. Vous voyez que pour les autres, finalement, il n'est pas si important que ça au regard des normes, en fait, et des mesures non tarifaires donc, qui ont été, pour le coup, pricées. On a mis un prix sur le coût non tarifaire, donc à savoir les normes sanitaires, les normes environnementales, les normes d'emballage, de mesure, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour ces secteurs de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, agricole, du bois, eh bien, on va avoir une progression du coût non tarifaire extrêmement élevée, avec, par exemple, dans le cas du bois, un passage de 22,6% du prix total à 45,2%. Donc, le surcoût, si on n'a pas d'accord, pour ces secteurs, c'est ce que j'ai mis en rouge ici, donc entre 24 et 72%, donc selon les secteurs, avec un secteur plus impacté que les autres, a priori, celui des produits laitiers. En Europe, la confiance donc, a été plutôt retrouvée et sauvegardée grâce à un plan de relance donc, de 750 milliards d'euros qui a été un accord trouvé entre les Européens. Vous savez qu'aujourd'hui est discutée la manière dont on pourrait financer encore ce plan de relance. Ce n'est pas encore complètement terminé, il y a encore quelques risques. Mais néanmoins, ce plan de relance a rassuré. Et ça, c'est moi qui suis tous les jours sur les marchés, c'est ce qu'on voit sur les 10 ans et notamment sur le taux à 10 ans d'emprunt italien. Donc, en ce qui concerne les mesures de rigueur mises en place, donc là, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. On voit que l'Allemagne, pour le coup, a pris un pari qui était celui des États-Unis et celui du Royaume-Uni, mais a réussi son pari puisque le choc sanitaire était bien moindre en Allemagne que dans le reste des économies européennes. Et pour autant, en plus, elle ne s'est pas précipitée, comme a pu le faire in fine la France, que vous voyez en bleu, pour déconfiner sa population. Et la reprise en Allemagne pourrait être plus forte que dans le reste des économies européennes. Ce que vous voyez ici, donc le choc en noir allemand a été moins élevé et la reprise est un petit peu plus forte avec un plan de relance qui est relativement similaire à celui de la France. Et donc, puisqu'on part de moins bas, son impact sera probablement plus positif. En ce qui concerne le niveau de PIB, on s'attend à ce que les Allemands retrouvent leur niveau de PIB en 2020, à la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Pour le cas de la France, on serait plutôt à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024. Je sais que le plan de relance de 100 milliards suggère un niveau de PIB retrouvé à la fin de l'année 2022. Nous, ce qu'on craint vraiment particulièrement en France comme dans tous les pays européens, c'est une montée des faillites. Et ça, je vais y revenir juste après. En ce qui concerne les prévisions de croissance, donc je vous les ai mises ici à droite. En France, on aurait une contraction de l'activité de moins 9,7% cette année et un rebond assez fort quand même l'année prochaine de 6,7%, mais vous l'avez compris, insuffisant donc pour combler les pertes de l'année 2020. Donc, je vous ai dit qu'on s'attendait à une montée des faillites qui nous inquiète. Alors, ce qui nous rassure dans un premier temps, c'est que les entreprises, quelles qu'elles soient, ont mis de côté. Elles ont une situation qui est relativement satisfaisante aujourd'hui en termes de trésorerie. Alors, les plus grandes ont émis sur les marchés directement de la dette obligataire avec un niveau sans précédent. C'est ce qu'on voit en rouge ici, l'encours de dette obligataire au sein de la zone euro qui est supérieur à 1 500 milliards d'euros, avec une progression en juin 2020 par rapport à juin 2019 de plus de 11%. Et vous avez la même chose pour les PME, les ETI ou les ETE, puisque ces entreprises ont vu la dynamique du crédit augmenter de plus de 6%, et évidemment, ce sont essentiellement des PGE. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, on s'attend à une montée des faillites. En France, on pourrait voir les faillites progresser de l'ordre de 20% d'ici la fin de l'année 2021 si on se fie aux chiffres des assureurs crédits, que ce soit le Hermès ou Coface, qui citent régulièrement, enfin qui estiment régulièrement l'évolution des défaillances. Et donc, on aurait près de 65 000 défaillances sur 12 mois, donc à la fin de l'année 2021.
Ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce qu'en face, on a une montée de la dette privée qui n'est pas captée encore sur ce graphique, mais la situation française était déjà unique. C'est ce qu'on voit en bleu, avec une progression de la dette privée des entreprises donc non financières en bleu, puisque cette dette est passée de près de 50% en 2008 à 76% donc à la fin du premier trimestre 2020. Et il est fort à parier qu'on ait une progression de l'ordre de 15 points donc de cette dette des sociétés non financières d'ici la fin de l'année ou le milieu de l'année prochaine. Et ça nous inquiète puisque dans une situation qui devient plus incertaine, on devrait avoir dans le bilan des banques une montée des prêts non performants. Alors pour la France, la bonne nouvelle, c'est que la capacité des banques donc, à faire face à une montée des prêts non performants n'est pas remise en cause. On a aujourd'hui des prêts non performants par rapport aux prêts qui représentent à peu près 3% pour les banques françaises. Donc clairement, les banques françaises sont extrêmement solides, mais les banques italiennes et les banques grecques, que vous voyez ici en vert ou en rouge sur le graphique, et l'échelle de droite en plus pour la Grèce, elles présentent un risque. Et donc le risque, c'est que les banques, et comme c'était le cas en Italie en 2016, ne soient plus enclines après à prêter à l'économie réelle, puisque elles vont chercher à consolider. Donc, ce qui apparaît aujourd'hui nécessaire, c'est que les autorités européennes, à l'image de la Commission européenne, mettent en place un système avec des structures qui permettent aux banques de se défaire d'une partie de ces prêts non performants de manière à continuer à prêter et à prêter donc au système économique à des taux d'intérêt qui restent relativement bas, sans quoi eh bien, les banques seront plus restrictives et les taux d'intérêt pourraient augmenter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je voulais aussi vous proposer de lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, nos perspectives économiques sur le site de la salle des marchés d'Arkea. Vous avez ici en bas à gauche le lien vers notre dernière brochure parue il y a à peu près 2 semaines. Merci de m'avoir écouté et je serai particulièrement heureux de répondre à vos questions tout à l'heure. Monsieur Chollet, merci pour cet éclairage. La présidentielle américaine, le Brexit, la Covid. Donc, acte 2 du webinaire de ce jour. J'ai le plaisir de passer la parole à Sylvain Barthélémy, excusez-moi, CEO de la société TAC Économique. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je pense qu'une partie de l'assistance me connaît déjà, parce que ça fait déjà maintenant quelques années que je suis invité par BCI à faire cette intervention au mois d'octobre. Donc, cette année, c'est un peu spécial. Là, je suis dans une salle avec une dizaine de personnes. Vous êtes tous à distance. J'ai échangé tout à l'heure avec M. Cadiou. C'est vrai que ça change un peu le type d'intervention, forcément. Donc moi, je vais évoquer les marchés émergents. Alors, les marchés émergents, malheureusement, par rapport à ce que vient de présenter Paul Chollet, on a moins de données. L'appareil statistique n'est pas du tout le même. Donc, toutes ces données un peu détaillées dont dispose déjà Paul pour appuyer son diagnostic, malheureusement, je n'en dispose pas forcément sur ces pays émergents. Et donc, je vais essayer de résumer. Alors, nous, on suit une centaine de pays chez TAC Economics. Donc, pour rappel, on est un cabinet indépendant. Alors, je me permets d'avoir un slide sur TAC Economics parce que tout le monde connaît Crédit Mutuel, Arkea, mais pas forcément TAC Economics. Donc, on est un petit cabinet indépendant, on a une quinzaine de personnes. On est localisé au nord de Rennes, dans une vieille ferme rénovée. Et on travaille pour des banques. Au départ, notre clientèle, c'était simplement les banques. Et aujourd'hui, c'est des grandes entreprises, des PME parfois, des gestionnaires de fonds qui sont exposés à l'international. Alors, pas forcément dans 50 ou 100 pays, mais qui sont exposés à l'international et qui ont identifié que des risques sur les taux de change, sur les taux d'intérêt, sur l'activité, sur le paiement, pouvaient influencer, avoir des effets relativement négatifs sur leur activité. Et donc, on les aide à anticiper ces risques. Alors, comment on le fait? On le fait d'une manière un peu spéciale, si j'ose dire. On a un biais quantitatif très fort, c'est-à-dire qu'on a mis en place toutes ces années des modèles d'intelligence artificielle, d'économétrie, de machine learning qui nous permettent de nous alerter. Et donc, ce n'est pas simplement des économistes qui ont un avis sur une centaine de pays, et on n'est que 15, mais c'est qu'on a des outils qui nous disent à quel moment regarder quel pays et pourquoi. Et puis, une fois qu'on est alerté sur un pays, on a évidemment le regard de l'économiste qui va challenger un peu ces outils. Alors, ma présentation aujourd'hui, c'est trois choses. La première, c'est faire un point sur la situation épidémiologique sur les émergents. Alors, je ne pourrais pas faire un point sur tous les émergents, mais expliquer de quelle manière on essaye de suivre les chiffres et puis comment on a mis en place des indicateurs, nous, pour suivre l'évolution de l'épidémie. C'est la première chose. La deuxième, c'est comment
à partir de ce qui se passe aujourd'hui sur ces marchés émergents, on essaie d'estimer l'impact économique. Donc, pas simplement les prévisions pour l'année prochaine et les années suivantes, mais déjà estimer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont les indicateurs dont on dispose, qu'on peut regarder? Et puis, la troisième partie, c'est évidemment les perspectives pour 2021. Ce que mentionnait Didier Sturlan en introduction de cette journée aujourd'hui. Donc, quelles sont les perspectives? Quels sont les risques? Et puis, comment on essaye d'estimer tout ça? Alors, la situation épidémiologique des pays émergents aujourd'hui. J'ai sorti ce graphique sur les 10 pays émergents les plus affectés en termes de nombre de cas aujourd'hui. Alors, j'aurais pu sortir tout un tas d'autres données. Certains analystes, par exemple, sortent ces mêmes données, mais au prorata de la population. D'autres, le nombre de morts au prorata de la population, ou le nombre de morts par rapport au nombre de cas, le nombre de cas par rapport au nombre de tests. En fait, vous avez tout un tas de façons différentes de regarder ces chiffres. La plus simple, c'est évidemment de simplement regarder le nombre de cas. Quand on sort ces données, alors j'ai exclu l'ensemble des pays développés de ce tableau. Ici, ce sont les données de l'université Johns Hopkins que j'ai tirées de leur site web le 9 octobre, donc la semaine dernière. Ce qui ressort de ce graphique, c'est finalement très simple. La première chose, c'est qu'on a deux pays qui se détachent complètement du reste des pays émergents. Le premier, c'est l'Inde. Alors, on a l'impression que c'est en dessous de 7 millions, mais en fait, on a dépassé le 7 millions de cas aujourd'hui en Inde. Le deuxième, c'est le Brésil, même chose. On a dépassé le 5 millions de cas aujourd'hui. Et puis, vous voyez qu'en dessous, on a une marge d'escalier quand même. Le troisième pays, c'est la Russie. On n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. La Russie, c'est un peu plus d'1 million de cas aujourd'hui. Et puis, on a l'impression qu'on a toute une série de pays. Et même, finalement, visuellement, en regardant ce graphique, on a l'impression qu'il y a deux pays très touchés et qu'il y a tout un tas de pays qui ne sont pas touchés. Alors, il faut faire attention aux effets visuels de ce type de graphique. Si j'avais enlevé l'Inde et le Brésil, on verrait quand même qu'on a un très grand nombre de pays dans lesquels il y a entre 700 000 et 1 million de cas, donc qui sont très, très touchés. Deuxième remarque, c'est que l'Inde, vous voyez qu'on a 7 millions de cas, le Brésil, c'est 5 millions. L'écart entre les deux n'est pas énorme, mais finalement, l'écart de population entre le Brésil et l'Inde, il est de 6. C'est-à-dire que la population indienne est 6 fois plus importante que celle du Brésil. On est à peu près à 210 millions d'habitants au Brésil aujourd'hui. On doit être à peu près à 1,3 milliard d'habitants en Inde. Et malgré tout, malgré ces écarts de population, on n'a pas 6 fois plus de cas en Inde. Donc ça, c'est la première vision finalement très naïve. Et puis, dernière chose sur ce graphique, c'est que, excepté l'Inde, vous voyez, on ne voit aucun pays asiatique. On a le Brésil, la Russie, Colombie, Argentine, Pérou, Mexique, Afrique du Sud, Iran et Chili. Aucun pays asiatique, excepté l'Inde, dans cette liste, et beaucoup de pays latino-américains, même des pays qui sont plus petits, comme le Pérou, par exemple, qui apparaît dans cette liste, alors qu'on a une population qui est inférieure à la moitié de la France. Alors, en termes de nombre de morts, est-ce qu'on a la même hiérarchisation? J'ai représenté les mêmes pays ordonnés de la même manière pour bien montrer les écarts qu'on a entre ce graphique précédent sur le nombre de cas et ici le nombre de morts. On voit qu'on a des écarts encore plus importants et qu'on a une fois de plus deux pays qui se détachent, peut-être même trois. Le premier, c'est l'Inde, et dans lequel vous voyez qu'on a plus de cas, mais moins de morts quand on compare par rapport au Brésil. Et le deuxième, c'est le Brésil, 150 000 morts aujourd'hui, c'est le pays émergent le plus touché. Le troisième, vous voyez qu'il apparaît loin dans la liste en termes de nombre de cas, mais qu'en termes de nombre de morts, on dépasse les 80 000, c'est le Mexique. Et puis ensuite, vous avez les autres, dans lesquels on a des nombres de morts qui sont plus comparables à ce qu'on peut avoir en France. En France, on est plutôt dans les ordres de grandeur du Pérou. Alors, je sais que peut-être la comparaison n'est peut-être pas tout à fait la bonne, mais pour vous situer un petit peu la hauteur de la barre rouge d'un pays comme la France, si je l'avais représenté, c'est à peu près la hauteur du Pérou. Donc, trois pays qui se détachent, l'Inde, le Brésil et le Mexique, et puis on va dire deux autres pour lesquels on a moins de cas, mais une mortalité qui est plus importante, qui sont le Pérou et l'Iran. Alors, de regarder le nombre de cas aujourd'hui et puis de comparer les pays comme ça, c'est intéressant, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur. Et donc, pour essayer d'analyser la dynamique des évolutions du nombre de cas de Covid dans le monde, on a développé un indice épidémiologique, alors qui compare le nombre de cas, le nombre de morts, et puis l'accélération, comme le mentionnait tout à l'heure Paul, sur un certain nombre d'indicateurs. Les économistes, on aime bien regarder les dérivés secondes, l'accélération. Et donc, ça nous donne cet indicateur qu'on suit, vous le voyez, depuis le début de cette année. Et alors, c'est très intéressant parce que cet indicateur, vous avez des dynamiques
qui sont un peu, je dirais pas erratiques, mais qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a en tête aujourd'hui quand on regarde l'évolution de l'épidémie en France. On parle de deuxième vague et on a l'impression qu'il y a eu une première, que ça s'est calmé et puis qu'on est confronté à une deuxième vague. En fait, on a eu effectivement une première vague qui a affecté le monde, si j'ose dire, jusque, vous le voyez, début avril. Et puis début avril, on a eu une première phase d'accalmie. C'est la grande descente qu'on voit en courant du mois d'avril ici, sur ce graphique. Et puis on a l'impression que l'épidémie va se calmer et se stabiliser. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. On voit une correction de l'indicateur, mais on ne revient pas du tout au niveau observé du début de l'année. Et on a l'impression plutôt que l'indicateur se stabilise jusque, disons, mi-mai, deuxième partie du mois de mai. Et puis ensuite, on a l'impression qu'on a une réaccélération du nombre de cas. Et cette réaccélération du nombre de cas, alors elle est un peu irrégulière au cours du temps, mais elle dure, et elle dure jusqu'à la fin du mois de juillet de cet été. Où là, on a l'impression qu'on atteint un pic qui est encore plus élevé que celui qu'on avait obtenu au début du mois d'avril. Et encore une fois, à la suite de ce pic, il y a un retournement et une nouvelle accalmie. Alors, deuxième vague, voilà, et une nouvelle accalmie à la suite de cette deuxième vague, donc qui n'est pas la deuxième vague dont on parle en France aujourd'hui, mais qui est la deuxième vague lorsqu'on parle des cas Covid dans le monde. Et puis, on a cette accalmie, et ensuite, vous voyez que la courbe, depuis la mi-août, quand on compare l'évolution de cet indicateur par rapport à ce qu'on avait les mois précédents, on a l'impression d'une courbe qui est très volatile, comme on dit en économie, c'est-à-dire avec des pics bien plus élevés qu'auparavant et des creux bien plus bas qu'auparavant. Et puis qu'elle oscille comme ça avec un débattement très très grand. Et donc, pour nous, c'est une troisième vague finalement, puisque vous aviez eu cette première qui a donné lieu au confinement, la deuxième qui s'est arrêtée en plein pendant cet été, et puis la troisième aujourd'hui qui est plutôt une vague, disons, avec des mouvements erratiques. Alors pourquoi on a ces vagues successives? Comment on explique ça? En fait, on l'explique assez bien quand on regarde l'évolution du nombre de cas depuis le début de l'année, classés par région. Donc, c'est ce que j'ai représenté sur ce graphique, c'est des moyennes du nombre de nouveaux cas jour par jour, en moyenne, sur chacune des régions. Alors, vous avez l'Afrique en vert, vous avez l'Asie en rouge, l'Europe en bleu, le Moyen-Orient en vert clair, l'Amérique du Nord en bleu, l'Océanie en violet, et puis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud en jaune. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait sur ce graphique? Première chose, c'est que vous avez les deux courbes bleues qui concernent à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord, sur lesquelles on a très nettement, au début de l'année et jusqu'au mois d'avril, une première vague. Donc, les deux courbes bleues qui sont même assez synchronisées. Donc, ça, c'est celle qui nous a touchés, nous, d'abord au début de cette année. Et vous voyez qu'à cette période, le reste du monde est finalement très peu affecté. Et puis, on a, à la suite de ce retournement que j'ai mentionné dans le slide précédent, une accalmie dans nos régions, en Europe et même aux États-Unis. Et vous voyez que c'est le moment où la courbe jaune, notamment, qui est la courbe des cas en Amérique centrale, en Amérique latine, commence à s'accélérer, je ne dirais pas brutalement, mais de façon assez inquiétante. Et elle est suivie avec un peu de décalage par la courbe rouge, qui est la courbe des cas en Asie, et notamment en Inde. Et puis, vous voyez que le reste des régions sont finalement relativement peu affectées. À la fois l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Océanie restent plutôt dans le bas des courbes. Mais vous voyez que tout ça n'est pas synchronisé. Et finalement, quand nous, on est touché par la première vague et qu'il y a une accalmie, on voit que le reste du monde commence à être touché, notamment l'Asie. Et donc, c'est cette désynchronisation entre toutes les régions qui crée un indicateur un peu erratique et celui que je viens de commenter notamment. Dernière chose sur ce graphique, on voit quand même que sur la période récente, alors il a été mis à jour au début du mois d'octobre, vous voyez qu'il y a une courbe bleu clair qui est en train de s'accélérer de façon très inquiétante et qui rattrape quasiment le niveau du nombre de nouveaux cas en Asie, qui était la courbe qui était la plus élevée. Et cette courbe qui rattrape de façon quasiment je dirais inquiétante, la courbe des cas en Asie, c'est l'Europe. C'est l'Europe, et donc quand on agrège l'ensemble des pays européens, finalement, on voit qu'on est très très proche du nombre de nouveaux cas qu'on a aujourd'hui en Asie. Et à contrario, vous voyez qu'en Asie, qu'en Amérique latine, et que même aux États-Unis, on a plutôt des dynamiques qui sont plutôt dans un sens d'une accalmie. Mais donc, on continue d'avoir cette désynchronisation qui ne facilite pas du tout le diagnostic. Là, je l'ai présenté au niveau des pays, au niveau des régions, mais là, si on regarde exactement le même type d'indicateur, mais au niveau des pays.
eh ben, c'est la même chose. En fait, on voit qu'il est très difficile d'avoir une image un peu globale et représentative de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez qu'ici, je représente par exemple sur ce graphique les cas en Amérique latine. Alors, vous avez l'Argentine, l'indicateur augmente très fortement. Ben, ça veut dire que l'épidémie n'est pas sous contrôle du tout. Et à contrario, on a l'impression qu'elle se stabilise de façon un peu irrégulière au Brésil, qu'elle s'était calmée en Colombie et puis qu'on a à nouveau une réaugmentation qui est un peu inquiétante. Au Mexique, c'est la même chose. Et si je regarde l'ensemble de ces pays émergents, de ces pays en voie de développement, ben, il est très difficile d'en tirer une conclusion un peu globale. On voit des différences énormes entre chacun d'eux. Et donc, encore une fois, donc très dur d'avoir une image un peu homogène. On aime beaucoup parler, hein, moi je fais beaucoup de présentations chez des industriels, et ils ont tendance à avoir une vision comme ça, un peu du monde émergent, comme si c'était un bloc, un ensemble de pays homogènes. Là, on voit que, en tout cas, dans le cas de l'épidémie, ce n'est pas du tout le cas. Sur le deuxième graphique, je montre le cas des pays asiatiques. Vous voyez que le cas indonésien, par exemple, est très inquiétant. On voit une accélération du nombre de cas très, très importante. Comment on utilise ces chiffres, comment on les croise avec l'analyse économique, avec ce que nous disent les modèles pour poser un diagnostic déjà sur ce qui se passe cette année. Première chose qui est vraiment très simple, mais toujours utile dans ce type d'analyse, notamment sur les émergents, c'est de regarder la croissance économique. Alors nous, on aime bien prendre les 10 plus gros. Les 10 plus gros émergents parce qu'ils sont très représentatifs de ce qui se passe dans les émergents et ils représentent à peu près 70% du PIB dans l'ensemble des pays émergents. Donc simplement les 10 gros. Ici, j'ai représenté la croissance économique des 10 gros trimestre par trimestre, mais sur un an, pour essayer d'avoir une sorte de proxy, on appelle ça, de calcul approché de la croissance économique, celle qui est publiée année par année sur l'ensemble de ces pays. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? La première chose, c'est que, vous voyez, j'ai représenté la crise de 2008 et son impact sur ce graphique pour qu'on ait un ordre de grandeur, de comparaison. La crise de 2008 et son impact sur ces 10 gros émergents, c'était une croissance qui passait à l'époque d'à peu près 9% à un niveau de 2,2. Donc pas de récession du tout dans les émergents. Et puis vous voyez, à la suite de ça, on a eu un rebond très très fort de la croissance des émergents. Depuis ce choc de 2008, vous voyez que la croissance, et après ce rebond, elle s'est stabilisée en 2012 à des chiffres qui étaient compris, disons, entre 4,5 et 6%. Donc 6% plutôt dans les périodes plutôt favorables, et puis 4,5 plutôt dans les périodes plutôt moins favorables. Et l'année dernière, justement, on était plutôt dans une période moins favorable. On terminait l'année de 2019 avec une croissance qui était aux alentours de 4,5. Il y a le choc Covid. À la suite du choc Covid, en 2 trimestres, vous voyez qu'on a ce taux de croissance qui chute de presque 9%. 9% alors que ce 4,5, justement, ça représente la croissance moyenne de ces 10 gros en un an. Donc ça veut dire que 9%, on va se retrouver mécaniquement à un niveau qui est à peu près le niveau qu'on avait il y a 2 ans, puisqu'on perd grosso modo 2 fois 4,5 à peu près, 2 fois 4,5, donc 9%, grosso modo 2 ans auparavant, et donc cette croissance, la question, et on va le voir tout à l'heure, c'est est-ce qu'elle est perdue pour toujours, ou est-ce qu'on va avoir un rebond qui va nous permettre de compenser. Mais donc un choc extrêmement rude, avec une récession très forte, donc il ne faut pas simplement regarder le moins 4,5 en se disant, bon, on compare ça au niveau de l'Europe ou aux indications que mentionnait Paul Cholet tout à l'heure. Ça ne suffit pas. Les émergents, ils n'avaient pas une croissance de 1,5% comme on l'avait en France. Ils avaient une croissance de 4,5%. Donc, quand on passe à moins 4,5%, évidemment, on perd beaucoup. Alors, pourquoi on perd tant de points de croissance dans les émergents? Il y a une combinaison de plusieurs effets. Et le premier effet, en fait, il est très mécanique. Il est très mécanique. Et là encore, Paul, tout à l'heure, utilisait un indicateur qu'on aime beaucoup utiliser aussi, qui est un indicateur qui a été publié par l'Université d'Oxford, qui s'appelle le Oxford Stringency Index. Donc, en fait, c'est un indicateur de confinement. Donc, plus il est élevé, plus on est dans le haut du graphique, moins on est mobile, plus on est enclin à rester chez soi, à ne pas aller dans les restaurants, dans les cafés, dans les commerces. Et plus on est dans le bas du graphique, plus on est mobile. Et puis, en fait, en faisant de l'analyse économétrique de cet indicateur, on remarque qu'il est très corrélé à un deuxième indicateur qui est plus usuel finalement quand on regarde l'activité des marchés émergents, qui est la croissance économique, que j'ai représenté en abscisse. Donc quand on est à droite, on a plutôt de la croissance économique. Quand on est plutôt à gauche, on en a moins. Et là, vous voyez que finalement, au premier trimestre de cette année, c'est les petits points en bleu, on était dans une zone qui était en bas à droite du graphique, c'est-à-dire qu'on était plutôt libre de nos déplacements. Et en même temps,
on avait une croissance qui était, alors pour les mauvais élèves, entre guillemets, enfin les pays qui avaient déjà des difficultés, le Brésil, le Mexique et l'Afrique du Sud, très légèrement négative, mais pas beaucoup. Et puis pour les pays qui étaient dans des bonnes dynamiques, la Turquie, l'Indonésie, la Russie, la Pologne, la Corée, plutôt dans la partie droite du graphique, avec une croissance qui était comprise entre 3 et 5 %. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement, cet indicateur de Oxford Regency s'est décalé vers le haut, et en même temps qu'on s'est décalé vers le haut, on s'est déplacé vers la gauche. Et vous voyez que la corrélation, comme on appelle ça en économie, est très forte, et que les pays, alors je ne dirais pas qu'ils sont alignés sur ma flèche, mais ils se déplacent vraiment dans le sens de la flèche, c'est-à-dire que plus on confine les économies, plus mécaniquement, finalement, le PIB va avoir tendance à chuter. Et vous voyez qu'on passe d'une zone dans laquelle, en moyenne, on était ici à un taux de croissance du PIB de l'ordre de 2 à 3 %, à une zone dans laquelle les écarts entre pays sont beaucoup plus importants, et notamment, vous voyez que les taux de croissance qui sont associés au niveau de confinement qu'on a sont plutôt de l'ordre de moins 10 % du taux de croissance du PIB, moins 15, moins 25. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous voyez qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir une image un peu globale de ces pays. Quand on regarde la zone bleue, les pays, on a l'impression qu'ils sont groupés dans ce qu'on appelle un cluster. Alors, ce n'est pas un cluster Covid, c'est un cluster d'analyse de données. Ils sont dans une petite boule. Et par contre, dans la zone la plus négative, c'est-à-dire en haut à gauche, on a plusieurs clusters. On a ici, par exemple, un premier cluster de pays très affectés. L'Afrique du Sud, le Mexique et l'Inde, on va le voir tout au long de cette présentation, font partie des pays les plus affectés, où on a eu à la fois beaucoup de confinement et puis une chute de PIB historique. Là, vous voyez l'Inde, quasiment moins 25 % de taux de croissance du PIB, alors que c'est un pays qui avait l'habitude de croître entre 6 et 7 % par an, donc une chute monumentale de son PIB. Et puis des pays dans lesquels on a eu un peu moins de confinement, comme le Brésil par exemple, mais malgré tout qui ont été très affectés parce qu'on a eu une chute très forte de la confiance et puis une chute très forte du fait que c'est des pays qui se positionnent dans ce qu'on appelle la global value chain, donc qui sont dans les chaînes d'approvisionnement des grands industriels dans le monde. C'est cette relation entre ces indicateurs d'activité économique et ces niveaux de confinement, on peut le voir de plusieurs manières différentes. Ici, je le présente avec ces indicateurs PMI d'activité qui sont aussi calculés et établis mois par mois sur l'ensemble des émergents. Même chose sur ces graphiques. En bas à droite du graphique, zone bleue, on avait plutôt des périodes dans lesquelles les PMI étaient à des niveaux plutôt acceptables et montraient qu'on attendait plutôt de la croissance économique. Et on s'est déplacé en mars et puis en avril dans une zone, la zone rouge, en haut à gauche, dans laquelle les PMI ont chuté à des niveaux qu'on n'a jamais vus dans l'historique de ces PMI, des niveaux de 30, de 25. Donc, c'est les indices de directeurs d'achat que mentionnait tout à l'heure aussi Paul Cholet. Et donc, ce mouvement a accompagné la hausse des indicateurs de stringency et puis le déplacement sur la gauche des PMI. Alors, la question, c'est que maintenant, quand on constate ça, donc ces chutes de croissance, et ces liens un peu mécaniques avec les PMI, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de croissance dans ces pays-là? Il y a une dernière chose à mentionner, et ça on l'a bien vu dans les pays développés, c'est quelles sont les politiques publiques de soutien à ces pays émergents. Est-ce qu'elles vont être suffisantes pour compenser ces chutes d'activité? La réponse, c'est ça dépend. Et ici, alors je ne vais pas détailler ce graphique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en gros, vous avez deux groupes de pays. Ceux qui sont sur la gauche, c'est les pays dans lesquels les mesures sont substantielles et elles vont permettre à ces pays d'amortir le choc. Et ici, on retrouve la Thaïlande, le Pérou, le Chili, la Pologne, alors plutôt des petits pays, et quelques gros. Le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, donc des pays qui vont bénéficier de mesures de soutien, à la fois des politiques publiques et des politiques monétaires. Et puis à droite, vous avez les pays qui, eux, vont bénéficier beaucoup moins de ces mesures-là. Et là, vous retrouvez aussi des gros. La Turquie, le Nigeria, le Mexique, l'Inde, donc des pays qu'on a déjà vu dans les graphiques que j'ai présentés, comme étant des pays qui vont beaucoup souffrir, et malheureusement, des pays qui ne vont pas bénéficier de mesures de soutien. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est ce graphique, des chutes de croissance qui sont parfois énormes. Alors ici, j'ai simplement représenté les 10 plus gros émergents. En bleu, l'année 2019, en rouge, l'année 2020. Vous voyez que dans le cas du Mexique, Afrique du Sud, Inde et Brésil, on va avoir des croissances du PIB qui vont s'échelonner entre moins 8 et moins 10. Et à l'opposé, vous avez la Chine et la Corée. La Chine, juste un mot sur la Chine, l'épidémie vient de la Chine. Cette année, on imagine que le seul pays ou un des seuls pays qui aura une croissance positive dans le monde, c'est la Chine. Et puis, dernière chose, sur les taux de change, donc sur l'impact, c'est un impact qu'on a déjà vu, c'est un peu rétroviseur.
on a beaucoup de taux de change, de devises qui ont déprécié. Hein. Donc, ceux qui opèrent sur les marchés internationaux, soit pour acheter des matières premières ou que les clients à l'étranger ont dû le voir. Donc, on a un certain nombre de devises qui ont beaucoup déprécié déjà. Parmi ces devises, on retrouve encore une fois le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, et puis la Russie, la Turquie. Mais vous voyez que dans les autres devises, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, la Pologne, beaucoup plus de stabilité dans les mouvements de devises. Donc, ce n'est pas systématique, encore une fois. Les perspectives, et je terminerai avec quelques slides sur les perspectives. Donc, le premier point, c'est la Chine. Pourquoi le premier point, c'est la Chine? Alors, ce n'est pas parce que l'épidémie a commencé en Chine, c'est parce que finalement, la Chine, c'est le premier partenaire de la plupart des émergents et aujourd'hui, finalement, aussi de la plupart des pays développés. C'est une des plus grandes économies du monde. Et donc, si la Chine ne se remet pas bien de cette crise, le monde ne va pas bien se remettre de cette crise. Alors, là, encore une fois, je ne vais pas détailler, c'est notre scénario que je présente ici sur ce slide. Mais vous voyez, en gros, en 2 mots, que nous, on estime que la Chine va se remettre très vite de ce choc, avec un profil en V asymétrique, on appelle ça. Donc, avec une croissance qui sera positive cette année, plus de 3, enfin, entre plus 2 et plus 2,5, et une croissance qui sera très positive l'année prochaine, proche de 8,5%. Et vous voyez, avec mécaniquement, pendant l'année prochaine, des taux de croissance au premier trimestre de l'année 2021 qui seront très, très forts. Donc, première chose, la réponse, est-ce que la Chine va s'en remettre très vite? La réponse, c'est oui, et c'est déjà enclenché. Deuxième chose, c'est le commerce international. Ça, on est tous confrontés, enfin tous les opérateurs internationaux. Est-ce qu'on a des indications que le commerce international va se rétablir? Encore une fois, sans détailler vraiment ce graphique, ce qu'on montre ici, c'est que l'effondrement du commerce international, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il n'est pas dû à l'effondrement de l'économie chinoise au début de cette année. Il est plutôt dû à l'effondrement de l'activité en Europe et à l'effondrement des économies avancées. C'est elles qui ont entraîné cette chute du volume d'exportation. Paul le disait tout à l'heure, et on partage cet avis, on imagine, s'il n'y a pas de reconfinement, qu'on se dirige plutôt vers un profil plutôt favorable, avec un rétablissement de ces économies développées. On a quelques doutes sur les États-Unis, mais un rétablissement de ces économies développées. Et donc, vous voyez, c'est ce que je représente sur la partie droite du graphique, un rétablissement des PMI et donc un rétablissement du commerce extérieur. Troisième chose, activité des émergents. Est-ce qu'on attend un rebond de l'activité des émergents? Ici, c'est ce que j'essaye de résumer en montrant à la fois les PMI observés des émergents et puis la production industrielle des émergents. La réponse, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'ils rebondissent, ces indicateurs. À gauche, les PMI, on est au-dessus de 50, ce qui indique plutôt qu'on attend une reprise de l'activité. Et à droite, vous voyez que le taux de croissance de la production industrielle a tendance à se redresser. On a un peu de doute, vous voyez, sur cet indicateur de droite, parce qu'on n'est pas revenu au niveau de l'année dernière, mais enfin, il semble se rétablir de façon relativement rapide. Malgré tout, quand vous regardez encore une fois les résultats, les perspectives et les rétablissements de ces indicateurs PMI pays par pays, on voit des différences énormes. Ici, on a représenté les PMI, donc plus on est élevé, plus on attend un rebond de l'activité très fort. Vous voyez qu'en haut de la liste, on a le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, qui sont des pays qui ont très fortement subi les conséquences économiques de l'épidémie. Dans ces 3 pays-là, on attend un rebond très fort de l'économie. Et à l'inverse, vous avez en bas de ce graphique le Mexique, la Corée, la Pologne, l'Indonésie, pays dans lesquels vous voyez que, notamment au Mexique, malgré le rebond, les perspectives sont quand même pas tout à fait du même ordre que celles qu'on a présentées tout à l'heure sur le Brésil. Alors, si je reprends mon graphique tout à l'heure, celui dans lequel je mentionnais le taux de croissance économique 2019 et je comparais à 2020. 2020, je vous rappelle, sur ce graphique, c'est en rouge. Et que je représente les perspectives 2021, donc les prévisions de Tech Economics. Encore une fois, vous voyez que ça s'échelonne entre des pays qui vont rebondir, mais pas avec une croissance formidable, par exemple la Russie, la Corée ou le Mexique, où on aura une croissance qui sera entre 1,5% pour la Russie, presque 4% pour le Mexique, sachant tout de même que dans le cas du Mexique, on perd 10% de croissance pendant l'année de l'épidémie. Donc, ça veut dire que si on croit à 4%, on va mettre au moins 2 à 3 ans avant de retrouver le niveau de PIB qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Et puis, à l'opposé, vous avez des pays comme la Chine, donc quasiment pas d'effet, enfin, je dirais pas d'effet économique, mais pas de récession de l'économie chinoise, et puis un rebond très substantiel avec une économie qui va croître à plus de 8% vraisemblablement en 2021.
Alors, malgré ces rebonds, est-ce que ça veut dire que la crise est terminée et puis que, voilà, on se dit que c'est une crise rétroviseur, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les effets sont déjà passés, donc on peut être rassuré et que maintenant, ça va aller tout seul, les économies vont se rétablir lentement et que tout va bien. La réponse, c'est non, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des effets décalés dans le temps, notamment sur les banques, sur les crédits qui ne vont pas être remboursés, sur les faillites. Et donc, tout un tas de pays qui sont des pays en développement, hein, pour beaucoup d'entre eux, je le rappelle, ont eu leur processus de développement qui s'est interrompu cette année à cause d'une épidémie, quelque chose, un signe noir, comme on dit. Et donc, évidemment, elles ne vont pas en sortir indemnes, même si on a l'impression, en regardant ces indicateurs de PMI, qu'elles se rétablissent relativement rapidement. Alors, comment on essaye d'estimer aujourd'hui quelles sont les économies qui seront les plus fragiles et celles qui sont les plus solides? Là, encore une fois, je ne vais pas détailler mon tableau où il y a plein de couleurs partout, mais en gros, on a essayé de prendre les 20 plus grandes économies émergentes et puis de se poser la question sur quels sont les facteurs aujourd'hui qui nous permettent d'estimer quelles sont les plus fragiles et les plus solides. Il y en a 3, selon nous. Le premier, c'est le risque pays, ce qu'on appelle le risque pays. Est-ce qu'avant la crise Covid, ce pays-là était déjà risqué ou pas? Est-ce que son taux de change était surévalué? Sa croissance était mauvaise? Il avait un déficit courant, etc. Si c'était le cas, il est en rouge. Si ce n'était pas le cas, il est en vert. Le deuxième, c'est de se dire, est-ce qu'on a estimé que sa croissance économique, elle était sensible au Covid? Si oui, là, dans la deuxième partie qui est plutôt au milieu de ce tableau, eh ben, on a des cases rouges. C'est un pays dont la croissance économique est sensible au Covid parce que, je ne sais pas, il est très inséré dans la chaîne de production, la chaîne de valeur mondiale, ou parce que ses partenaires sont très affectés eux-mêmes, ou simplement parce que son système de santé n'est pas capable de répondre à l'épidémie, et il y a beaucoup de cas. Et puis le troisième, c'est le crédit, enfin ce qu'on appelle le crédit ou les liquidités au sens large. Est-ce que c'est un pays qui a des besoins de liquidité? Et auquel cas, on sait très bien que les pays qui ont des besoins de liquidité, soit souveraines, soit pour les entreprises du pays, soit les banques, dans les situations dans lesquelles on a des crises mondiales, c'est plus difficile pour eux. Et on croise tout ça, puis on essaye de voir quels sont les pays dans lesquels on a des cases rouges qui apparaissent un peu partout. Et ceux pour lesquels on a des cases rouges qui apparaissent un peu partout, c'est ceux que j'ai entourés en rouge sur mon graphique. Je terminerai par ça. C'est pour nous les pays sur lesquels il faut garder un œil aujourd'hui: Égypte, Turquie, Argentine, Émirats arabes unis, Nigeria, Brésil, Afrique du Sud, Mexique, pays qui sont pour nous les plus risqués. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'étais dans les temps. Merci de votre attention. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à messieurs Cholet et Barthélémy. Vous étiez près de 200 en ligne pour ce webinaire. Preuve en est que la thématique intéresse fortement et c'est tout à fait logique par les temps qui courent. Moi, ce que j'ai retenu, une analyse très fine. J'espère quand même qu'on verra le bout du tunnel. Il y avait quelques éléments et quelques signes d'espérance. À quelle échéance, on ne sait pas. On aura plaisir de toute façon de vous réentendre, je l'espère, en 2021 et que vous viendrez avec des bonnes nouvelles en nous disant qu'on arrive au bout du tunnel et que ça va redémarrer. Mais c'est vrai qu'on est dans le dur aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions. On me fait signe qu'il y a des questions. Non? Il n'y a pas de questions en ligne. Bon, juste pour vous rappeler aussi, ce webinaire a été enregistré, donc vous aurez tout loisir de pouvoir le revisionner en replay et les slides qui ont été présentés seront aussi présentés et seront disponibles sur BCI Info. Voilà, bonne continuation à toutes et tous et à très bientôt en présentiel ou en virtuel, parce qu'on commence à s'y habituer un peu aujourd'hui. Voilà, bonne fin d'après-midi. Ah, attendez, on me dit qu'il y a une question. Quelle valeur peut-on accorder aux données de Russie, Iran et Chine? Donc, M. Barthélémy qui revient, oui, qui va clôturer donc, en répondant à cette question. Oui. Alors, pour répondre à cette question, alors j'imagine que c'est données de Covid, peut-être, que le cas de Covid, parce que les données chinoises, régulièrement, je suis interrogé sur la valeur qu'on peut accorder aux données macroéconomiques chinoises. Donc là, je vais juste répondre aux données de Covid. Je regardais ça ce matin, justement, et je me posais la question par rapport à l'Inde. Par rapport à l'Inde, même si on a une question sur les données Covid chinoises, on a 90 000 cas aujourd'hui recensés en Chine, même si on imagine que les Chinois ont menti ou que leur appareil statistique n'a pas permis d'identifier tous les cas, quand on le multiplie par 10, on arrive à 900 000, c'est-à-dire un petit peu plus que le Pérou, mais pas beaucoup plus que le Pérou. Il faudrait qu'on ait
un rapport de 1 à 100, il faudrait qu'on multiplie par 100 le nombre de cas pour arriver à un nombre de cas supérieur à l'Inde, c'est-à-dire un nombre de cas d'à peu près 9 millions aujourd'hui. Si vous vous souvenez, dans ma présentation, je mentionnais l'Inde aujourd'hui, c'est un peu plus de 7 millions. Il faudrait qu'on ait une erreur de 1 à 100. Or, je n'imagine pas plutôt comment aujourd'hui un pays pourrait manipuler ces statistiques avec les satellites, avec les données dont on dispose sur les données de fret, les données sur le commerce digital. Je n'imagine pas que la Chine ait pu mettre de côté finalement 8 à 9 millions de cas. Donc on imagine que ce cas de 1 à 100, il est de côté, il n'est pas possible. Admettons qu'on ait peut-être 10 fois plus de cas que ceux qui sont répertoriés aujourd'hui. Oui, on aurait peut-être éventuellement 900 000 cas en Chine, mais dans un pays qui a 1,3 milliard d'habitants. Donc, de toute façon, l'épidémie n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et dernière chose, on regarde quand même un certain nombre d'indicateurs proxy qui nous permettent de croiser ces chiffres et puis de savoir si on peut leur accorder une confiance. Je montrais tout à l'heure qu'il y avait un lien mécanique entre l'épidémie et les chiffres économiques. Or, on voit que les chiffres économiques sont plutôt rassurants. C'est observé sur la Chine, et donc ça m'enclin à penser qu'on peut avoir confiance plutôt dans les chiffres sur l'économie chinoise. L'heure tourne, mais peut-être les 3 questions qui viennent de poser, une réponse rapide. Alors, deuxième question sur l'impact du Covid sur l'économie mexicaine, peut-elle avoir des conséquences sur l'économie américaine? Non, je ne pense pas. Je pense par contre que l'inverse, oui. C'est très fortement possible. Effectivement, quand on regarde la corrélation entre les deux économies, elle est très forte. Historiquement, elle est très, très forte. Là, je mentionnais qu'on a des fortes inquiétudes sur l'économie mexicaine. À mon avis, ce qui pourrait être le scénario le plus inquiétant, c'est qu'en plus des difficultés que connaît aujourd'hui le Mexique, le scénario un peu favorable que moi j'ai en tête, Paul est un peu plus pessimiste, ne se réalise pas, et auquel cas, ça serait encore pire pour le Mexique. Mais imaginez l'inverse, oui, il est possible qu'il y ait une petite influence, mais je pense qu'elle sera relativement faible. Guerre économique lancée par la Chine pour mettre à genoux ses concurrents des pays émergents. Bon, c'est pas gagné quand même de mettre à genoux ses concurrents de pays émergents. En fait, la Chine est un partenaire aussi, beaucoup des pays émergents. C'est pas juste un concurrent. Il faut bien voir, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure que le fait que regarder l'activité de la Chine, c'est pas simplement le regarder de façon duale en se disant la Chine est contre le monde. La Chine est avec le monde dans le sens où quand la Chine va bien, les prix des matières premières sont plutôt à la hausse, les pays émergents vont plutôt mieux, les pays développés vont aussi plutôt mieux, et donc il n'y a pas du tout cette idée de dualité, et donc je pense que le monde a plutôt à perdre s'il y a une vraie guerre économique qui est lancée entre la Chine et le reste du monde, et notamment les États-Unis et la Chine. Dernière question, pour créer une société aux USA 2021 ou à ça, je pense que c'est une question pour Paul. Et après, on en restera là, 16h05. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises années pour créer des entreprises. Au contraire, donc 2021 me paraît être un point d'entrée quand même relativement bon pour rentrer sur le sol américain. Évidemment, vous l'avez compris, le contexte de la croissance US n'est pas le meilleur. Mais néanmoins, vous avez des entreprises qui sont fragilisées aujourd'hui sur le sol américain. Donc, si vous vous installez, vous aurez forcément un coup de projecteur et les consommateurs seront curieux de vous découvrir. Donc, pourquoi attendre 2022, j'ai envie de dire. Ok, bien, merci à toutes, merci à tous. Au plaisir de vous accueillir en présentiel, en virtuel. Vous connaissez BCI, vous nous contactez, on est à votre écoute et entière disposition. Voilà, bonne fin d'après-midi. Au revoir.